Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. Ce petit chemin forestier de Haute-Savoie a l'air bien paisible, même bucolique. Pourtant, il a été le théâtre d'un drame il y a quelques années. Le corps carbonisé d'une jeune fille a été découvert ici, à côté de ce rocher recouvert de mousse, par un jeune promeneur. Elle s'appelait Magali, elle avait 19 ans. L'enquête sur ce meurtre barbare dure depuis maintenant plus de 9 ans et à ce jour, les gendarmes n'ont toujours pas l'ombre d'une piste. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi. La faute à pas de chance, le crime parfait? Non, la réalité est bien plus gênante. Tout au long de l'enquête, des erreurs, des manquements se sont multipliés. Peut-on parler de fiasco, d'enquête ratée? Ou peut-on carrément parler d'un épisode des anti-experts, en quelque sorte? Suivez-moi. L'affaire Magali Parr, on retrouve son corps, hélas, c'est d'une banalité sordide. Une victime à laquelle on s'attache parce que c'est une jeune femme, parce qu'elle vient de se marier, parce qu'elle est jolie. Comment je peux décrire Magali? Je la décris morte. C'est incompréhensible, une gamine de 19 ans, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un sort pareil? Ici, le passage à l'acte a été fait dans des conditions d'une extrême violence. On a voulu atteindre cette personne-là en la frappant. C'est donc qu'elle représente pour l'auteur quelque chose qui était insupportable à un moment donné. Moi j'ai ma pensée, je pense à quelqu'un, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, mais c'est là, pour moi. Une affaire qui n'a pas été réglée dans les 8 jours, elle devient très très difficile à régler. Là vraiment il y avait une conjonction de choses qui n'allaient pas et qui pénalisaient le bouclement de cette affaire, qui vraiment était édifiante. Je regarde plus une série policière parce que c'est de la merde. Parce que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est qu'ils ne trouvent pas les assassins. Il y a forcément une personne qui sait quelque chose. On a le sentiment que la solution de cette affaire est à portée de main et qu'on n'y parvient pas. Vulbens, petit village de Haute-Savoie, au pied du massif du Vuache. Nous sommes le mardi 27 mars 2001. Le jeune Nicolas Vuichard, 19 ans, quitte la ferme familiale en fin de matinée pour aller ramasser des champignons dans un bosquet tout proche. À quelques mètres de lui, une forme sombre et allongée attire son attention. Là, j'étais parti au Maurice, c'était sur le coup de 11 h. Et je me suis enfilé dans le bois. Je suis parti en contrebas de la route et c'est là que j'ai vu un bras avec une main. Sur le coup, j'ai cru que c'était un bout de bois qui ressemblait à une main et à un bras. Et en fait, non, c'est là que je suis monté sur la route et que j'ai vu le corps sur le bord de la route, quoi. Nicolas s'approche très lentement pour en avoir le cœur net. Ça ressemble à un cadavre calciné. Le jeune homme ne parvient pas à y croire. J'ai pensé que c'était un mannequin de magasin. Je me suis approché, j'ai vu que c'était pas ça et... Tu as dit c'est peut-être un mannequin, mais je crois bien que c'est un cadavre. Ouais. Il n'était pas sûr, il ne savait pas, il était tellement paniqué. Blaise, l'oncle de Nicolas, alerte la gendarmerie du coin qui arrive sur les lieux sans délai. Identifier la victime risque d'être ardu vu l'état du corps, à moitié carbonisé. Mais grâce à une gourmette, les enquêteurs font rapidement le rapprochement avec une disparition mystérieuse signalée la veille. Il pourrait s'agir d'une jeune femme de 19 ans, Magali Parr. Voir une gamine dans cet état-là, ça vous prend en l'air. Hein. C'est pas normal. Hein. On est sans nouvelles de Magali depuis 24 heures. La jeune femme est sortie acheter des cigarettes et promener son chien. Ensuite, plus personne ne l'a revue. Ni elle, ni d'ailleurs son chien.
En rentrant du travail, Geoffrey, son mari, s'inquiète de son absence et contacte le père de Magali. Alors c'est Geoffrey qui me téléphone en me disant « Est-ce que ta fille est chez toi? Elle a disparu de la maison. » Je dis « Vous êtes engueulé ?»« Non, non, c'est pas engueulé, mais je sais pas pourquoi, elle a disparu, je sais pas où elle est, ça m'inquiète. » Prévenue à son tour, la mère de Magali a immédiatement un mauvais pressentiment. N'ayant plus de nouvelles depuis dimanche que j'avais essayé de téléphoner, les portables ne répondaient pas. Je me suis dit, il m'est arrivé quelque chose de grave. Quelque chose qui s'était passé qui n'était pas normal. Les analyses confirment l'identité de la victime. C'est bien Magali qu'on vient de retrouver dans le petit bois. Son père l'apprend par téléphone. On me dit que ma fille est morte. Puis qu'on l'a trouvée assassinée, puis voilà. C'est tout ce qu'on me dit. Puis ça choque. Ouais. C'était sec, net, précis, boum. On l'a retrouvée, elle est morte. C'est tout. Il nous expliquait quand même, elle avait été violentée, brûlée, enfin des choses. Et puis après, voilà. L'autopsie va révéler de très nombreuses fractures. La victime a été sauvagement frappée, battue et a succombé à une hémorragie interne. Ensuite, elle a été brûlée pendant plusieurs heures, sans doute dans un objet cylindrique, comme une baignoire ou un fût. Selon le légiste, si la jeune femme a eu un rapport sexuel dans les 48 dernières heures, rien ne semble indiquer qu'elle a été violée. De Magali, on sait peu de choses. Elle habite à Ornay, à une trentaine de bornes d'ici. Elle vient tout juste de se marier et travaille comme caissière chez Bricorama, une grande surface de bricolage proche de son domicile. Bref, à première vue, la jeune femme sans histoire que les enquêteurs vont chercher à mieux connaître. Magali est née le 17 janvier 1982. Elle est l'aînée de 5 enfants. Lorsque les parents divorcent, la famille explose. Dans ce climat très tendu, Magali continue à vivre avec sa mère en France, puis s'installe chez son père, côté suisse. Magali, c'était quelqu'un de très jovial, de très joyeux. Elle aimait la vie, elle aimait la vivre. Et ouais, c'était quelqu'un qui allait de l'avant tout le temps, qui fonçait, qui se battait. Pendant l'été 98, Magali rencontre celui qui va devenir son mari, Geoffrey. La jeune fille décide d'arrêter le collège et souhaite se mettre en ménage avec son amoureux. Elle n'a que 16 ans. Ses parents accueillent la nouvelle assez fraîchement. Elle l'a rencontré le 15 juillet 98, après elle est partie au mois de septembre. Donc ça a été rapide. C'était pas bon, quoi. Magali, elle pouvait pas dire quoi que ce soit sans qu'il y ait Geoffrey dedans. Il avait une emprise sur elle, en fait. Mais elle voyait que lui, donc on avait beau lui expliquer. Bref, le futur gendre ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. Il a passé une partie de son adolescence dans les foyers de la DAS et a connu des épisodes de violence. Pas exactement ce qu'on appelle un enfant de cœur. Je me suis renseigné sur lui, bien sûr, avant. Et c'est un gars qui m'avait paru assez correct, très correct, qui était venu me trouver. Et puis, ouais, quoi que... lui laisser une chance. Magali et Geoffrey s'aiment et finissent par se marier pour Noël le 23 décembre 2000, 3 mois avant l'assassinat de Magali. Je la trouvais épanouie, bien dans son ménage, bien dans son couple. Elle voulait des enfants, elle voulait acheter ci, elle voulait acheter ça, elle voulait, voilà quoi. Elle voulait vivre, il parlait d'une maison. Les jeunes mariés vivent de petits boulots. Geoffrey est ouvrier sur les chantiers, tandis que Magali vient d'être embauchée comme caissière dans un grand magasin de bricolage. Le lundi de sa disparition, elle y est attendue en début d'après-midi, mais personne ne la verra. Son corps est retrouvé le lendemain matin à plus de 30 km de chez elle. Les gendarmes cherchent à comprendre pourquoi. L'examen du petit chemin boisé va livrer une première information essentielle. Et il me semble qu'après, ils avaient bien dit que non, elle n'avait pas été brûlée là, quoi.
Non, ça, ils ont confirmé, ils ont dit qu'elle avait été brûlée par là. Hein. Et puis où elle était posée, il n'y avait pas de traces de feu, rien du tout. Hein. En réalité, il n'y a donc pas une scène de crime, mais 3. Si on retrace les agissements du criminel, il a fallu d'une part qu'il tue Magali, qu'ensuite le corps soit brûlé, puisqu'on l'a retrouvé gravement calciné, qu'ensuite il soit chargé dans un véhicule déplacé et emporté là où on l'a retrouvé. Le corps de Magali a été transporté, manipulé, plusieurs heures durant avant d'être abandonné dans le massif du Vuache. À quelle heure? Les habitants de la ferme toute proche ont bien une idée. C'était 2h moins le quart, je me souviens, il y a les chiens qui ont fait une vie pas possible. Alors je me suis levé, j'ai été à l'écurie, je suis resté à l'écurie, on va dire, les 2h, 2h05 à 5h du matin. Et la chienne faisait du Melbarouf, un peu plus loin, au milieu de la route, là. Puis j'ai presque l'envie d'aller voir. Oh, puis j'ai dit 5h du matin, et depuis 2h je suis debout, j'ai dit je me recouche un moment. J'y suis pas allé, puis peut-être heureusement encore. Les chiens ont aboyé vers 2h puis 5h du matin. Pour les enquêteurs, c'est probablement dans cette fourchette horaire que le meurtrier s'est débarrassé de son encombrant chargement. En revanche, impossible de déterminer l'heure de la mort lors de l'autopsie. À cause de la crémation du corps, les techniques habituelles de rigidité cadavérique et de température corporelle sont inopérantes. On sait qu'elle a été retrouvée le 27, mais on ne sait pas avec certitude si elle est décédée le 27 ou le 26. Ce qui veut dire que si on veut reconstituer son emploi du temps, il faut repartir du dernier moment où on a un élément objectif et parfaitement probant de sa preuve de vie. La dernière personne à avoir vu Magali vivante serait Geoffrey, son mari, le lundi matin, vers 6h25. Geoffrey me dit que Magali s'est levée en même temps que lui, qu'elle lui a préparé son petit déjeuner, qu'après lui il est parti au travail, qu'elle devait, elle, le matin, aller chercher des cigarettes à Ferney. Le beau-père de Magali devait également passer la voir à 10h pour récupérer du courrier. Mais ce dernier affirme ne pas l'avoir trouvée chez elle et ne pas avoir réussi à la joindre par téléphone. Entre 9h et 11h30, 3 témoins disent avoir vu Magali dans le village de Saint-Genis-Pouilly. Ces témoignages sont jugés dignes de foi et les gendarmes en déduisent que c'est la dernière fois qu'elle a été aperçue vivante. Mais que faisait-elle dans cette petite commune située à 9 km de son domicile? Elle ne possède aucun moyen de locomotion, alors comment s'y est-elle rendue? À pied, c'est impossible, ça fait beaucoup trop loin. C'est pas son truc de marcher à pied pour aller chercher des cigarettes à Saint-Genis alors qu'elle avait un bureau de tabac à côté à Ferney. À moins que quelqu'un ne l'ait accompagnée en voiture. Mais qui? Mystère. Pourquoi aller jusqu'à Saint-Genis? Est-ce que vraiment elle a été vue à Saint-Genis? Eh oui. Est-on sûr qu'il s'agissait bien de Magali? A-t-elle pu être confondue avec une autre jeune femme blonde? Quelques mois après la mort de sa fille, Éric Bertrand a mené sa propre enquête et retrouvé les témoins entendus par la gendarmerie. Cette fois, face à la photo de Magali, les témoins sont loin d'être catégoriques. J'ai vu beaucoup de monde en leur disant que je suis le papa. Donc je pense que s'ils savaient quelque chose, ils me l'auraient dit. Personne n'était sûr que ce soit Magali. Le bureau de tabac se souvient d'une fille avec un chien. Et il me dit, vous dire si c'est bien la personne que vous me montrez là, non, je peux pas. Elle était blonde, c'est sûr, elle lui ressemblait, mais je peux pas vous dire formellement si c'était elle. Les gendarmes, eux, s'appuient sur ces témoignages visuels. À défaut de pouvoir déterminer l'heure du crime, ils tiennent pour acquis que Magali était bien dans ce village avec son jeune chien le lundi matin. Elle n'a donc pu être enlevée puis tuée qu'en toute fin de matinée. Et pour eux, il n'y a pas de doute. Mais c'est un témoignage qui est déterminant. Pourquoi? Parce qu'on va évidemment partir de l'idée que si Magali a été vue dans la rue par ce témoin le matin à telle heure, eh bien c'est pas utile d'aller vérifier avant ce qui a pu se passer dans la vie des uns et des autres. Si en revanche ce témoignage n'est pas fiable, il est quand même important qu'on aille voir avant ce qui a pu se passer. Autre bizarrerie. Vers 13h, le jour de sa disparition, en plein cœur du village de Saint-Genis, à la vue de tout le monde, plusieurs retraits bancaires sont tentés dans un distributeur. À 3 reprises, la carte de Magali est introduite pour demander 300 €. Mais les codes composés sont tous faux. Ensuite, c'est la carte de Geoffrey,
la carte bancaire, que Magali avait toujours sur elle, qui sert à retirer 40 €, cette fois avec le bon code. Pour les gendarmes, Magali n'était probablement plus en vie à 13 h. Alors qui a utilisé ces cartes? On peut aussi imaginer, et ce sont des choses qu'on voit, que le criminel ayant eu accès au code ait volontairement utilisé cette carte après la mort de Magali, uniquement pour brouiller les pistes et faire croire que la victime est toujours en vie alors qu'elle est déjà décédée. Le meurtrier a-t-il voulu faire croire qu'elle était toujours en vie à 13 h? La jeune femme a-t-elle été victime d'un crime crapuleux ayant pour mobile l'argent? Dans ce cas, pourquoi le meurtrier connaîtrait-il le code de la carte bancaire de Geoffrey, mais pas celui de Magali? Tout ceci est définitivement étrange, tout comme le lieu où Magali a été découverte. Pourquoi ce chemin forestier, à moins de 100 mètres d'une ferme habitée? J'aurais jamais pensé à mettre un corps là, c'est pas possible. Il y a tellement d'autres endroits entre Saint-Genis, entre Ornay, et ce lieu où tu peux jeter un corps, genre le Rhône. Hein, on traverse le pont, il y a le Rhône en dessous, ni vu ni connu. Hein. Eh oui, pourquoi pas dans le Rhône qui traverse toute la région? C'est plus discret et le corps n'aurait pas été découvert avant plusieurs semaines. D'ailleurs, ce petit chemin dit de la montagne est plutôt fréquenté. C'est un lieu qui est très connu par les ramasseurs de champignons, par les promeneurs, par les... Voilà, c'est un lieu qui est très fréquenté. Un sentier donc sur lequel il y a beaucoup de passages. Et un corps qu'on n'a même pas pris la peine de dissimuler. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il a été posé là sans vouloir le cacher, non? Et ni branche dessus, ni rien du tout, hein. Presque à dire, on va le retrouver, faut le retrouver. À moins que le coupable ne se soit débarrassé du corps dans la précipitation. À la recherche d'un coin tranquille, il a pu se perdre dans la montagne, puis paniquer en voyant de la lumière à la ferme, entendant les chiens aboyer. Les enquêteurs n'ont aucune certitude sur ce point. Un mégot de cigarette est également découvert à proximité du corps. L'assassin a-t-il signé son crime sans le savoir? Des analyses ADN sont effectuées. C'est l'ADN de Magali. Ça aurait été l'ADN de l'autre personne. Peut-être que ça nous aurait beaucoup plus indiqué. Mais là, étant donné que c'est l'ADN de Magali, ben, ça ne nous dit rien de plus. Rien de plus. Pas forcément, car Magali ne fumait pas cette marque de cigarette. D'ailleurs, elles ne sont même pas vendues en France. On ne les trouve qu'en Suisse. Qui a offert à Magali cette dernière cigarette? Son meurtrier? Quelqu'un qui fume des cigarettes suisses? Son père peut-être, qui vit en Suisse. Son beau-père aussi. On sait que la jeune fille n'a pas pu griller cette cigarette sur place. Alors comment est-elle arrivée là? Transportée dans un drap ou un tapis en même temps que la victime? Et si le mégot avait été déposé là, sciemment, pour brouiller les pistes, une fois de plus? Face à toutes ces zones d'ombre, les enquêteurs ont beaucoup de difficultés à retracer avec précision l'emploi du temps et les déplacements de Magali dans la journée du lundi. Du coup, toutes les hypothèses sont permises. Mauvaise rencontre, crime d'un marginal différent avec un proche, rien ne peut être exclu. Mais très vite, la piste du rôdeur semble privilégiée. Au tout départ de l'enquête, quand le premier jour qu'on m'a interrogé, la police m'a dit oh, dans 2-3 jours, on a l'assassin, il a fait plein d'erreurs. Vous inquiétez pas, monsieur Bertrand. Voilà. Donc, plutôt tranquille, on va dire. Hein. Je vais connaître l'assassin de ma fille. Oui, moi je pensais que ça allait aller assez vite quand même. Tueurs en série, SDF, marginaux, la juge d'instruction oriente ses recherches dans cette direction. La piste est prise très au sérieux. Elle pense, elle, que c'est des gitans qui auraient fait le coup. Pourquoi des gitans? Pourquoi? Aucune idée. Mais elle part là-dessus. Et elle se borne là-dessus pendant 2 ans, je pense. Magali a-t-elle fait une mauvaise rencontre? L'hypothèse de l'inconnu de passage laisse l'avocat d'Éric Bertrand dubitatif.
Vous savez, calciner un corps, chacun sait que c'est extrêmement difficile. Calciner un corps qui est composé à 70% d'eau, ça veut dire qu'il faut des quantités de bois sec, qu'il faut des quantités de produits qui permettent de détruire le corps. D'ailleurs, le corps n'a pas été complètement détruit, comme la plupart du temps d'ailleurs. Et ça veut dire quand même être équipé, avoir des produits, des produits combustibles, comburants, et avoir un site qui permette de le faire. S'il s'agit bien d'un tueur vagabond, où a-t-il bien pu faire brûler le corps? C'est compliqué ça. Ça prend du temps, ça dégage beaucoup de fumée, il faut disposer d'un endroit tranquille, à l'abri des regards. Ce squat, dans le village de Ferney-Voltaire, à 1 km du domicile de Magali, a été un temps suspecté d'être le lieu de crémation. Des traces d'essence y ont été retrouvées, ainsi que des graisses, humaines ou animales. Les analyses n'ont pas pu le déterminer. Les enquêteurs sont donc dans une impasse et la piste du rôdeur prend du plomb dans l'aile. Pour moi, c'est pas un crime de rôdeur, c'est pas un crime de vengeance de quelqu'un. Pour moi, c'est totalement passé à côté de la plaque, je dirais. Je sais pas où elle a pris ça, la juge d'instruction. Je sais pas, peut-être elle a sorti de son chapeau, comme un magicien, j'en sais rien. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu, sur ce plan-là, un loupé. Dans la mesure où, très vite, on est parti dans la direction d'un auteur qui pourrait être soit un SDF, soit des gens du voyage. Bon. Et donc, on a orienté l'enquête comme cela. Ce qui veut dire que, par voie de conséquence, on a peut-être un peu négligé d'autres pistes qui pouvaient être éventuellement celles d'un environnement plus proche de Magali. N'a-t-on pas surtout perdu 2 précieuses années en s'engouffrant comme un seul homme dans une direction peu crédible? Nous avons soumis le dossier à Jean-François Abgral. Cet ancien gendarme, aujourd'hui criminologue, intervient régulièrement sur des enquêtes en qualité d'expert en analyse criminelle. Cette discipline, encore peu pratiquée en France, permet une autre grille de lecture. On va dire que l'auteur nous donne à voir une scène d'action criminelle, par exemple là le lieu de découverte d'un corps, et c'est différent peut-être de ce qu'il a voulu faire. C'est ce qu'il nous donne à voir. Son objectif était peut-être pas de le laisser là, ou etc., ou de faire autre chose. On va chercher donc le sens de l'acte, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire, et le comparer avec ce qu'il nous donne à voir. En fait, il y a mis toute sa personnalité là. C'est des choix qui sont absolument pas neutres et qui nous permettent d'orienter les recherches ou de découvrir l'auteur. Cette analyse criminelle est un outil précieux pour déterminer des orientations en matière d'investigation. Nous avons donc demandé à Jean-François Abgral si lui aussi aurait privilégié l'hypothèse de la mauvaise rencontre. On imagine un auteur qui agresse quelqu'un pour un objectif. Je veux la voler ou je veux l'abuser sexuellement. Je ne la connais pas. Je le fais, éventuellement je la tue pour pas qu'elle donne d'informations et je m'en vais. Garder un corps, c'est quand même extrêmement risqué. D'aller la brûler, justement, il faut des moyens, il faut un lieu où on est sûr de ne pas être dérangé, puisqu'on a la notion de temps qui apparaît. Et ça, c'est une information extrêmement importante. Puis en plus, on va déplacer le corps d'un endroit A à un endroit B, donc c'est prendre un risque supplémentaire. C'est encore un enjeu là fort. Pourquoi on va faire ça? On est susceptible d'être contrôlé. On sait que entre le domicile, enfin l'endroit où la victime a disparu et l'endroit où on va la découvrir, il y a à peu près 1 heure de route. C'est long, 1 heure. Hein. Pendant 1 heure, on est susceptible d'être arrêté, contrôlé, etc. On est en frontière là. Donc ça, c'est cette notion de temps que je trouve très importante. Et c'est que l'auteur se sent suffisamment identifiable, naturellement, pour pouvoir prendre ce risque-là. Lui choisit au risque minimum. Le risque minimum, il est quand même extrêmement important. Un criminel identifiable qui a été obligé de prendre énormément de risques pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui. Un profil a priori peu compatible avec l'idée même du rôdeur. La question principale qu'on ait à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a voulu faire à cette victime? On a une victime d'une agression sexuelle, on n'en sait trop rien, toutefois on la retrouve habillée. On a une victime de vol, pas vraiment, puisqu'on n'a rien volé. On a même un retrait de carte de crédit, anecdotique, quoi, quelques euros. Par contre, elle est couverte de fractures et de coups. C'est donc un déchaînement de violence. On a voulu atteindre cette personne-là en la frappant. C'est donc qu'elle représente pour l'auteur quelque chose qui était insupportable à un moment donné. Il faut que je la tape. Et puis finalement, elle est morte. Notre expert Abgral relève d'autres éléments qui permettent de mieux cerner le profil du meurtrier. Ce que je pourrais dire, de mon expérience, c'est qu'on n'est pas face
à un criminel d'habitude. Hein, quelqu'un qui veut vraiment faire disparaître un corps ou échapper aux poursuites, il sait faire. Il va pas s'y prendre comme ça. Le lieu d'abandon du corps, il est quand même absolument... alors on disait tout à l'heure que de se déplacer, c'était une prise de risque, mais en plus de prendre un chemin de cette nature-là, c'est encore plus une prise de risque. Donc l'auteur a forcément un lien ou une connaissance avec l'endroit, ou probablement on va dire. Ou on lui a dit que c'était comme ça, ou il le connaît, etc. Mais en tout cas, il y est allé, de nuit, dans un petit chemin de montagne. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est un choix qu'il a estimé lui utile. Et pour Abgral, le mégot de cigarette n'est sûrement pas là par hasard. Le lieu de la découverte du corps a bel et bien été réaménagé dans le but de désorienter les enquêteurs. Par exemple, le mégot de la victime. On a une victime qui est brûlée, donc en théorie, on ne devrait rien retrouver autour, puisqu'on n'a pas retrouvé son sac, on n'a pas retrouvé son téléphone, donc il y a eu, voilà, elle n'est pas venue avec ses affaires, et on a un mégot avec son ADN. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur? Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire croire là? Qu'elle était là avant, qu'elle a fumé là? Enfin bref, il essaye d'orienter quelque chose avec des signaux contradictoires. J'ai un corps qui vient d'ailleurs et j'ai un mégot qui est là. Ça, c'est pas du pro, ça. En théorie, si on y réfléchit, ça tient pas. Ces tentatives visant à embrouiller les enquêteurs, à les envoyer sur une piste bidon, étaient certes maladroites. Mais pourtant, ce n'est qu'après 2 ans d'errement que les gendarmes se tournent enfin vers l'entourage et réentendent mari, beau-père, amis du couple. Ils ne vont pas être déçus. Plusieurs personnes mentent, et pas qu'un peu. Si quelqu'un souhaitait torpiller l'enquête, il ne s'y prendrait pas autrement. Un certain nombre de contradictions apparaissent. Ou en tout cas un certain nombre d'éléments qui sont des éléments curieux. Comme par exemple le fait qu'un tel aille à son travail alors qu'il n'y était pas attendu, aille à un rendez-vous alors qu'il n'y est pas attendu, qu'il n'y est pas convié. Des choses qui sont quand même de nature à interpeller n'importe lequel des enquêteurs pour dire, mais enfin, c'est quand même, là encore, l'ouverture d'une piste. Lors des auditions, les gendarmes assistent sidérés à un véritable festival d'incohérences, de mauvaise foi et de pistes vaseuses. Geoffrey, par exemple, est allé travailler le lundi matin, jour de la disparition de Magali, alors que ça n'était pas prévu ce jour-là. Pourquoi? Il affirme également avoir reçu un sabre japonais, cadeau post-mortem de sa femme. Et puis non, finalement, c'est lui qui se l'est acheté, ce sabre, tout seul. Alors question, pourquoi avoir menti en disant que Magali avait commandé ce sabre avant de disparaître? Et réponse, mais je savais que Magali voulait m'en offrir un. J'ai juste laissé penser que c'est elle qui me l'avait offert, et je n'ai révélé que plus tard que j'avais menti. Pourquoi ce mensonge? Et pourquoi affirmer que Magali était enceinte? Ce qui était faux également. Nous l'avons contacté, ce fameux Geoffrey, pour lui donner la parole, mais il a refusé de s'exprimer. Son avocat nous a informé qu'il préférait désormais tourner la page. Dommage. Pour moi, c'est impossible de mentir. Tu peux dire un mensonge sur un petit truc, mais sur une affaire comme ça, tu peux pas mentir. Tu peux pas dire des conneries, tu peux pas... T'essayes d'informer au mieux, pour autant que tu veuilles que l'enquête aboutisse. À mon avis, si tu dis des mensonges, c'est que tu as une raison que l'enquête n'aboutisse pas. Et le père de Geoffrey, le beau-père de Magali, avait-il intérêt à ce que l'enquête échoue? On l'ignore. Mais une chose est sûre, lui aussi a raconté quelques beaux bobards. Le soir où le corps de Magali a été déposé dans la forêt, il prétend qu'il était chez lui, en Suisse. Pourtant, son téléphone portable a activé une borne à 23h23, non loin du lieu où le cadavre a été découvert. Malgré l'évidence, il campe sur sa position. Pourquoi mentir? Tout est possible, justement, à partir du moment où tu mens, tout devient possible. Tu peux être l'assassin, tu peux être qu'un simple menteur, tu peux cacher quelque chose dans ton mensonge, des petits larcins, des petits que tu as commis puis que tu veux pas qu'ils se sachent, que quelqu'un de proche comme eux puisse dire des mensonges dans un truc aussi important. Pour moi, c'est inconcevable. Est-ce que ces mensonges sont effectivement de nature à cacher des vraies pistes, ou alors est-ce qu'ils n'ont strictement rien à voir avec la piste qui doit être suivie? Et c'est une préoccupation. Les enquêteurs s'interrogent. Et si le fils et son père étaient mouillés dans le meurtre de Magali? L'un ou l'autre? Ou pourquoi pas les deux? Imaginons une dispute, par exemple, qui dégénère. À ce moment-là, évidemment, on n'a pas nécessairement une camionnette à portée de main ou des bidons de liquide inflammable à portée de main. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut se poser la question de savoir si l'homme seul
qui se trouve dans cette situation-là a pu aller au bout? Ma réponse est oui, mais on peut aussi imaginer que quelqu'un fasse appel à un de ses proches en disant « Écoute, voilà, je suis dans une situation infernale, voilà ce qui s'est passé, viens m'aider », et qu'une deuxième personne vienne l'aider pour porter le corps, le transporter, pourquoi pas le brûler et le faire disparaître. Moi j'ai ma pensée, je pense à quelqu'un, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, mais c'est là, pour moi. Pas loin, tout près. Forcément, le jour où on trouvera là où les meurtriers, on ne sera pas surpris. Les gendarmes ont des doutes. Le mari de Magali et son beau-père pourraient-ils être impliqués dans le crime? Ils ont été pris en flagrant délit de mensonge. Et alors? On peut être un menteur sans être un criminel. Pour accuser, il faut des preuves matérielles, ne l'oublions pas. Et les enquêteurs n'en ont pas. La faute a pas de chance? Pas forcément. Les proches de Magali vont bientôt découvrir que beaucoup d'erreurs ont été commises, des bourdes, des boulettes qui sont multipliées dès les premiers instants de l'enquête. Pas bravo la gendarmerie! Le père de Magali cherche alors à comprendre ce qui coince dans ce dossier. Il se pose beaucoup de questions sur le comportement des premiers gendarmes arrivés sur les lieux. C'est des gens qui n'avaient pas la compétence pour faire ça. On aurait dû envoyer tout de suite des criminologues sur ce lieu ou des gendarmes capables de réagir par rapport à un crime. C'est la petite gendarmerie du coin qui a fait les premières constatations. En parlant avec les habitants de la ferme, Éric Bertrand découvre avec quelle légèreté la scène du crime a été considérée. Ils sont montés comme ça, sans même prendre garde, en se disant c'est encore une rigolade, ou où est le corps, il paraît qu'il y a un corps par ici, où il est ce corps. Puis le paysan, pas celui qui avait trouvé le cours, mais l'oncle, lui a dit mais attention, tu vas marcher dessus. Il est arrivé avec sa voiture, il s'est arrêté à côté. Il ne l'avait pas vu non plus. Hein. À côté de lui, je lui dis ici, hein. Il me dit ben mince. Ici, à l'endroit même où le corps de Magali a été trouvé, les gendarmes commettent une erreur redoutable. Un périmètre de sécurité est mis en place. Le dispositif est pour le moins perméable. Le lieu où Magali a été retrouvée n'a pas été protégé tout de suite, donc beaucoup de trafic. Le docteur est passé, il y a eu pas mal de voitures apparemment qui sont passées. Je sais qu'il y a ma mère qui est venue, mon père, ils ont pu rentrer, quoi. L'espace alentour avait été piétiné, et c'est dire naturellement que la pollution dont je parlais tout à l'heure, du site, des lieux, a été sans doute de nature aussi à contrarier par la suite le déroulement de l'enquête. C'est ainsi que dès les premières heures de l'enquête, des traces de pneus sont effacées. Dommage. Il s'agissait d'un indice, ma foi, précieux pour permettre l'identification du véhicule qui a transporté le cadavre. Et parlant de voiture, un corps calciné transporté sur une banquette arrière ou dans un coffre, ça laisse forcément des traces. Alors qu'ont donné, me direz-vous, les fouilles des véhicules de l'entourage? Les fouilles? Quelles fouilles? Personne ne m'a demandé de fouiller ma voiture. On n'a jamais touché à ma voiture. Personne... Ouais. Et que je sache, aucune voiture des proches ont été fouillées. Dans ce type d'enquête, les gendarmes disposent d'une arme redoutable, l'ADN. On ne compte plus le nombre d'affaires qui ont été élucidées grâce à cette méthode. Les prélèvements effectués juste après la découverte du corps de Magali, ici, sont donc extrêmement précieux. Son agresseur a peut-être laissé des traces qui permettraient aux enquêteurs de le confondre. On imagine tout le soin apporté à cette opération. Eh bien, 48 heures plus tard, ces prélèvements sont tout simplement égarés. Impossible de remettre la main dessus. On rêve. C'est la Tribune de Genève qui révèle ce terrible dysfonctionnement. Quelques heures après avoir été envoyé pour analyse au FNEG, le fichier national des empreintes génétiques, les prélèvements d'ADN s'évaporent. Je cite, « Les prélèvements de sperme effectués sur la victime ont disparu. Leur analyse aurait sans doute permis de comparer l'ADN avec celui de l'une ou l'autre des personnes suspectées. On se croirait dans un très mauvais épisode des anti-experts. » Je ne regarde plus une série policière parce que c'est exactement ce que la police m'a dit qui se passe dans les séries policières. Dans les 2 jours, on aura retrouvé l'assassin. Alors ça, dans les séries policières, ça se passe comme ça.
Mais moi, ça fait 10 ans. Puis ces séries, ben, je les regarde plus. Parce que c'est de la merde. Parce que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est qu'ils ne trouvent pas les assassins. Fin 2002, l'enquête piétine depuis presque 2 ans maintenant. Et les enquêteurs n'ont aucune piste sérieuse. Pas de suspect, pas de mobile, pas de témoin. Face à cette absence totale de résultats, le père de Magali décide d'alerter la télévision suisse. À Genève, il contacte les journalistes de l'excellente émission Faits divers. 3 mois après son mariage, le 26 mars 2001, Magali disparaît. Le 27 mars à midi, son corps est retrouvé gravement brûlé. Que cache le silence autour de ce crime étrange? Va-t-il sombrer dans l'oubli? Eh bien, c'est justement en faisant des émissions comme celle de ce soir, je l'espère, que le meurtre de Magali ne va pas sombrer dans l'oubli. Pendant 4 ans, Sofia Pekmez a été la productrice et la présentatrice de Faits divers sur la chaîne suisse TSR. En février 2003, elle décide de consacrer une émission entière à ce crime odieux et toujours non élucidé. Eric, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour essayer de mieux comprendre l'affaire qui a bouleversé votre vie. Moi, Eric, vraiment m'a touché au cœur, comme on dit. C'est un homme qui est comme, qui était et qui est toujours, je crois, comme tétanisé par sa douleur. Et ça m'atteint. Ça m'atteint et ça me donne envie de lui donner la parole. Vous voyez, cette parole que lui n'arrive pas à sortir, ça m'a donné envie de l'aider, de lui donner la parole. Il y avait tellement de zones d'ombre, tellement de points d'interrogation, et ça me semblait tellement injuste face à la souffrance de cet homme que je me suis dit, oh, il faut faire quelque chose. Les policiers m'avaient à tout prix dit de ne pas contacter les médias. Je ne l'ai pas fait pour ne pas les gêner dans leur enquête. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait une grosse bêtise. Et puis j'ai envie que les médias soient là, présents, parce que je vois dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de reportages télé, où les médias sont, la police se bouge un peu. L'équipe du magazine suisse revient sur les 2 ans d'enquête et reste sans voix face à cette multitude de dysfonctionnements effarants. Parce que dans une enquête pénale, etc., il y ait des petits dysfonctionnements de temps en temps. Ça arrive, ce sont des enquêtes difficiles, hein, donc c'est clair. Mais à ce point, un tel concentré d'erreurs, de faux pas, de retards, d'actes qui devraient être lancés, qui ne le sont pas, enfin non, c'était pas possible. Ils ont mis un enquêteur de la TSR qui lui a repris, enfin on l'a fait ensemble, beaucoup. On a refait tous les lieux, recherché les lieux de crémation, recherché tout ce que la police a fait et n'a rien trouvé. Accompagné d'Éric Bertrand, l'équipe de Faits divers réentend les proches, retrouve des témoins et va faire des découvertes édifiantes. Comme l'histoire de Reza, le rottweiler de Magali qui avait disparu en même temps qu'elle. Dans l'un des reportages diffusés ce soir-là, les journalistes révèlent que l'animal a été retrouvé 2 jours après la mort de sa maîtresse par des habitants de la commune de Crozet, à une dizaine de kilomètres du domicile de la victime. Autre indice troublant, ce chien trop jeune pour parcourir de longues distances dans la campagne aurait dû être épuisé. C'est comme si on l'avait relâché d'une voiture, comme s'il était à l'extérieur depuis peu. C'est vrai qu'il était très propre pour un chien qui, soi-disant, aurait traîné 2-3 jours dehors. Il n'y a pas les pattes pleines de terre, il était très propre. Voilà qui est pour le moins curieux, car il avait beaucoup plu et que l'animal était censé être en vadrouille depuis plusieurs jours. Plus étrange encore, le chien est retrouvé parfumé avec la propre eau de toilette de Magali. Celui qui a lavé et parfumé Reza a donc eu accès au flacon qui se trouvait dans la salle de bain de la victime. Qu'en pense Jean-François Abgral? Alors, le fait que la victime disparaisse avec son chien, c'est un peu original. Alors, ou l'auteur la connaissait, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, elle monte avec son chien, ou il utilise une ruse quelconque pour qu'elle monte avec son chien. Alors ça ne va pas dans le sens, ça va pas dans le sens d'un enlèvement violent. Hein, je prends la personne et je m'en fous du chien. Donc, mais là, visiblement, le chien a disparu. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on va le retrouver, quelqu'un va le retrouver plusieurs jours plus tard, propre alors que la météo est mauvaise et parfumé.
Ça veut dire que le chien a été gardé dans un endroit propre, ou au moins ou lavé, dans le pire des cas. Bon, ça donne aussi un petit peu d'information. C'est-à-dire qu'on ne va pas attraper le chien de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Essayez. Encore une fois, tout ramène à l'entourage de Magali. On imagine que les enquêteurs ont tout fait pour exploiter ces informations, en récupérant, par exemple, immédiatement le chien pour procéder à des analyses. C'est son mari qui est venu le soir chercher le chien chez moi. La gendarmerie n'est pas venue elle-même récupérer le chien? Non, pas du tout. Donc, prévenus par le mari de la victime, les gendarmes n'ont pas jugé utile d'inspecter le chien. Aucun prélèvement n'a été fait sur le chien pour savoir s'il était porteur de traces spécifiques, de poussières spécifiques, éventuellement d'hydrocarbures, de carburant, enfin de choses qui pourraient, en police technique et scientifique, orienter les enquêteurs vers un endroit. Ça n'a pas été fait, ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas, on ne peut rien en faire. Mais c'est clair que ça aurait pu être une information ou un vecteur d'information pour les enquêteurs. Finalement, les gendarmes vont se réveiller, mais 2 ans plus tard. 2 ans trop tard. Entre-temps, Geoffrey s'est séparé de l'animal. Les enquêteurs iront le récupérer à Bordeaux chez ses nouveaux maîtres. Si longtemps après le drame, les analyses ne donneront évidemment aucun résultat. Face à tous ces éléments troublants, Sophia Pekmez invite Geoffrey sur le plateau de son émission. Elle évoque sans détour les rumeurs autour de son implication dans la disparition de sa femme. Il réagit bien évidemment avec colère, avec indignation, avec incompréhension. Alors, lui, évidemment, dit j'ai un peu la gueule de l'emploi, du méchant. Hein. C'est un garçon qui a un passif, un court passif, parce qu'il est très jeune, mais un passif quand même un petit peu de bagarreur, un peu de bad boy, comme ça, un peu de province, disons. Alors, il dit évidemment, j'ai le profil parfait pour alimenter les rumeurs. Le programme de la TSR redonne espoir à la famille de Magali. Cette médiatisation va peut-être permettre de relancer l'enquête. Le fait que nous soyons un média suisse qui s'intéresse effectivement à une affaire essentiellement française et menée par des polices françaises a fait que peut-être les suites de l'émission n'ont pas été ce qu'elles auraient pu être si cette affaire avait été développée et traitée dans un média français. Malgré une excellente audience en Suisse et de nombreuses réactions de spectateurs, l'enquête continue de s'enliser, chaque jour un peu plus. On dirait que le sort s'acharne. Quelques semaines plus tard, un événement va à nouveau compromettre les investigations. À une 60aine de kilomètres de la forêt qui est derrière moi où le corps de Magali a été découvert, un autre drame se produit. 5 membres d'une même famille, la famille Flactif, viennent de disparaître sans laisser de traces. Ont-ils été tués? Sont-ils en fuite? À ce moment-là, on l'ignore encore. Les enquêteurs mettent le paquet. Moyens humains, techniques, police scientifique, tout est mis en œuvre pour résoudre l'affaire au plus vite et au mieux. Il faut dire que l'affaire Flactif fait la une des médias. La pression est énorme. Le faux pas n'est pas permis. Et dans ce contexte, ma foi tendu, le dossier Magali Parr est loin d'être une priorité. Cela fait maintenant plusieurs jours que les gendarmes passent au peigne fin la région du Grand Bornand. Le sang de 3 membres de la famille Flactif a été retrouvé dans leur véhicule 4x4. Il ne reste d'eux que des traces, un peu de sang, un éclat de dents. Les 2 enquêtes se déroulent à 2 ans d'intervalle dans la même région. Et pourtant, les résultats obtenus vont être radicalement opposés. L'enquête Grand Bornand est-elle le contre-exemple parfait de l'enquête Magali Parr? La médaille et son revers? Les experts et les anti-experts? Gants en latex, masque de protection et surchaussures, les enquêteurs fouillent actuellement l'immense chalet de la famille Flactif. Devant son poste de télévision, le père de Magali assiste stupéfait à cette débauche de moyens. Il n'a jamais rien vu de tel lors de l'enquête sur la mort de sa fille. Quand le journal d'information passait, je voyais les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Flactif. C'était ceux qui travaillaient sur l'affaire de Magali. Donc ils ne pouvaient pas être sur 2 affaires en même temps. L'affaire Magali a été mise de côté, c'est net, clair et précis, pour l'affaire Flactif qui, elle, débutait. La France entière a les yeux rivés sur l'affaire Flactif. La journaliste Nathalie Truche a suivi toute l'enquête et écrit par la suite un livre sur cet incroyable fait divers. L'engouement des médias n'est pas surprenant. On est au Grand Bornand, on a une station de sport d'hiver qui est connue, des chalets luxueux, des paysages magnifiques. Donc on va dire qu'au niveau de l'image, il y avait des choses à faire.
Effectivement, les médias avaient de quoi nourrir leurs colonnes. Toutes les semaines, effectivement, il y avait des rebondissements, des informations nouvelles. Le meurtre de Magali, lui, n'intéresse aucune télévision, aucun média national. À part quelques rares papiers dans les quotidiens régionaux, c'est le silence radio. Peut-on aller jusqu'à parler de hiérarchie dans les faits divers? L'affaire Magali Parr, on a une jeune femme, on retrouve son corps, j'ai envie de dire, hélas, c'est d'une banalité sordide. Et on arrive à mettre des critères, c'est assez terrible à dire, mais on se rend compte si on a les ingrédients pour... je vais utiliser un verbe terrible, c'est vendre, pour vendre un fait divers. La médiatisation des affaires criminelles a-t-elle une incidence sur la conduite des enquêtes? Une pression supplémentaire pour les enquêteurs placés sous les feux de l'actualité? Bien sûr, les médias ne sont pas sur l'affaire, il n'y aura pas de mauvaises répercussions d'enquête de ci, de là, donc peut-être on laisse un petit peu de côté cette affaire-là, puis celle où les médias en parlent, celle-là, il faut que ça aboutisse, hein, parce qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a eu un déferlement de journalistes au Grand Bornand. L'enquête, elle est scrutée de près, elle est regardée à la loupe. Donc forcément, on ne peut pas se permettre une erreur quand on est un enquêteur. Quand on est procureur, on ne souhaite pas effectivement avoir une boulette qui apparaisse dans les médias, donc on veut faire les choses bien. Il n'y a plus de mystère, le principal suspect a avoué avoir tué seul le couple et ses 3 enfants. Côté pile donc, une enquête irréprochable, de gigantesques moyens humains et techniques. Et côté face, le dossier Magali, où les enquêteurs rament pour dénicher la moindre petite preuve exploitable. Septembre 2003, 5 mois après la disparition de la famille Flactif, David Otia avoue le quintuple meurtre de ses voisins. Quelques mois plus tard, il sera jugé devant une cour d'assises. C'est incontestablement l'enquête criminelle de toutes celles que j'ai connues qui a été la plus exemplaire au niveau des moyens mis en œuvre. Il y a des méthodes dans l'affaire Flactif qui ont été utilisées, qui l'ont été pour la première fois en France. Et moi, je ne peux que regretter que les mêmes moyens, que ce soit en personnel humain ou que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine des investigations, n'aient pas été mis à la disposition du dossier de Magali. On se dit qu'on est bien petit, on se dit qu'on est bien rien. Voilà, les médias ne sont pas là. Alors on n'intéresse personne, on n'a pas d'argent, on n'habite pas en France. Ouais, on est des petits gens. Puis on s'en fout de nous. La mort, elle n'est pas la même par rapport à des personnes, quoi. On va dire, pour telle personne, c'est important, on en parle. Pour d'autres personnes, on n'en parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Presque 3 années se sont écoulées depuis la mort de Magali et l'enquête semble toujours au point mort. Les enquêteurs ne tiennent pas l'ombre d'un début de piste et l'absence de preuves matérielles leur fait cruellement défaut. La famille de la victime commence à désespérer sévèrement. Malgré tout, une bonne nouvelle marque l'année 2004. Un nouveau magistrat est nommé. Le juge d'instruction Martial Renaud est un ancien gendarme, aguerri et passionné de police scientifique. L'enquête sur l'audiocrime du Vuache trouve un second souffle. Quand il est arrivé, j'ai eu beaucoup d'espoir en lui. Lui, tout de suite, il m'a écouté, il m'a convoqué, il m'a entendu, et il m'a écouté, il a bien fait ce qu'on lui avait dit, il a repris, je vais dire, l'enquête de zéro. Ça ne rigole plus. En mars 2006, soit 5 ans après le meurtre de Magali, coup de théâtre dans l'enquête. Le mari et le beau-père de la victime sont placés en garde à vue, soupçonnés d'homicide volontaire précédé ou accompagné d'actes de barbarie. Geoffrey va être sévèrement cuisiné, je cite. « Geoffrey, vous savez quelque chose. Pour nous, c'est caché au fond de vous. Faites-nous confiance, parlez avec nous. » Mais pendant toute la garde à vue, Geoffrey reste évasif. Il raconte son enfance difficile avec un père porté sur la boisson, qui le battait. Il s'interroge sur l'implication de celui-ci dans le meurtre de Magali. Dans leur compte-rendu d'enquête, les gendarmes résument. Il évoque ses doutes vis-à-vis de son père et de son comportement, mais sans que ce soit concret, utile à l'enquête.
De son côté, le père Patrick Parr n'est guère plus loquace, toujours dans le même compte-rendu. Je cite, « Mis devant ces nombreuses contradictions et contre-vérités, il n'a aucune explication logique. Certes, il s'apitoie sur son sort, dit qu'il perd la tête ou parle de conspiration. Il se mettra même à plusieurs reprises à pleurer. Les deux gardés à vue sont passés comme ça sur le grill pendant de nombreuses heures, en vain. Le juge ne trouve rien de formel contre eux, ils rentrent chez eux libres et innocents. » Je voulais que ces gens soient entendus. On m'a écouté. Mais malheureusement, encore une fois, trop tard. Pour moi, trop tard. Lorsque le temps a malheureusement fait son œuvre, eh bien, chacun s'est accommodé de ce silence et qu'il peut très bien, l'auteur du crime, arriver à se convaincre dans son subconscient qu'il n'est pas l'auteur, et il peut être parfaitement convaincant en expliquant qu'il n'a rien à voir. Le temps, c'est le pire ennemi dans ce genre d'enquête. Les années ont passé, 4 juges d'instruction se sont succédés, et le ou les assassins courent encore. Le sentiment de gâchis plane sur le dossier Magali Parr. Il y a eu tant d'erreurs au démarrage qu'elles ont fini par compromettre irrémédiablement cette enquête, et par déboucher sur un fiasco judiciaire et humain affligeant. Vu qu'on est des petites gens, on a tellement été oubliés que... Leur dire quoi? Ils n'ont pas fait leur travail, oui, mais... C'est pas eux qui sont dans la peine, c'est pas eux qui ont pris à perpétuité, comme j'avais dit au juge, c'est moi qui ai perdu une partie de mon corps. Après... On a le sentiment que dans ce dossier, on devait avoir les éléments qui nous permettent de résoudre cette affaire. Et qu'on n'y est pas arrivé. Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que c'est par manque de célérité? Est-ce que c'est par manque d'implication? Est-ce que c'est par manque d'argent? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des regrets, j'en ai, parce que cette affaire, dont je suis convaincu qu'elle doit pouvoir être résolue, ne l'a pas encore été à ce jour. Et puis, certaines recherches ne sont pas abouties, comme je vous le disais. Il faudrait peut-être faire encore quelques petits pas. Mais oui, il y a ce sentiment que tout est là, mais pas dans le bon ordre. Mais alors ça, je voudrais bien qu'il trouve quand même. Parce que ça rassurerait quand même. Parce que si il peut y avoir des crimes comme ça impunis, ben c'est pas logique. Hein. Et puis si un jour l'enquête s'arrête, s'ils veulent arrêter l'enquête, j'ai averti la police que moi je ferai leur travail. Et puis j'arrêterai jamais de les courir après. Jamais. Voilà bientôt 10 ans que le corps de Magali a été retrouvé sur cette petite route de forêt de Haute-Savoie. Et l'énigme reste entière. Aucun suspect mis en examen, pas de scène de crime, pas d'arme du crime, pas de mobile. Saura-t-on un jour ce qui a bien pu arriver à Magali? Dans quelques mois, le dossier risque d'être clôturé par la justice, faute évidemment d'éléments décisifs. Il reste à espérer un ultime rebondissement, un aveu, un témoignage clé, un secret peut-être trop lourd à porter aujourd'hui. Sinon, le sordide crime du Vuache restera à jamais impuni. Bonsoir.